Chers amis de l'art et de la philosophie, une nouvelle fois, bonjour. Nous sommes à notre troisième entrevue. Je salue très rapidement mes amis dominicains que j'ai oubliés tout dernièrement. Je les salue très chaleureusement. Je salue tous mes amis du monde, mes amis de l'art et de la philosophie. Hier, j'avais parlé un peu de Montaigne. Je disais que je vais utiliser la démarche à saut et à gambade, ce que Montaigne appelait j'ai l'allure poétique. Il parlait de l'allure poétique. Heureusement, pour nous, la poésie, c'est un peu la rêverie, etc. Pour lui, la poésie, c'est la faculté de ne pas suivre directement le fil d'Ariane, mais d'ouvrir des parenthèses qu'on ne referme jamais vraiment. Donc, je pense qu'effectivement, la pensée est construite sur le mode naturel de l'allure poétique dans le style de Montaigne. Je vous avais parlé du Conatus, de son long héritage depuis les jurisconsuls du droit naturel romain jusqu'au XVIIIe siècle où la problématique a été ressuscitée. Je vous avais dit qu'il y a 2 écoles fondamentalement, et 2 visions de l'homme en réalité, hein. Dans l'état de nature, l'homme est bon, dans l'état de nature, l'homme est mauvais ou l'homme est un loup pour l'homme. Le 2e, c'est Hobbes avant Rousseau, un siècle avant, et le deuxième est la position de Rousseau et probablement de tout ce qui a suivi la Révolution française jusqu'au socialisme, communisme, etc., qui pensent que justement que l'homme est bon, qu'il y a une situation politique qui le déprave, ou une sociétale, ou peut-être industrielle et autres qui le déprave. Donc, j'en étais arrivé là, je disais que nous en sommes arrivés à ce carrefour où nous pensons soit du côté de Hobbes et ses successeurs, avec quelques-uns qui ont anticipé comme Machiavel, Hobbes et la filière de l'État fort, et de l'autre côté, l'État social, Rousseau, qui repose sur la bonté naturelle de l'homme. Nous sommes actuellement au XXIe siècle et nous ne sommes plus dans la stratégie, dans la filière du droit naturel. Cette pensée à la fois juridique et philosophique d'héritage romain que nous avons ressuscité lors de la Révolution française, nous ne sommes plus là. Nous avons une conception de la nature qui est infiniment plus large, plus souple et moins structurée juridiquement. Nous pensons que la nature, c'est l'ozone, c'est le développement de l'industrie néfaste à la nature que nous voyons comme une nature environnante avec un certain nombre de détériorations qu'on attribue à l'homme. C'est que nous avons donc changé de questionnement. Nous ne posons plus la question de manière juridique et politique, mais nous posons la question de manière presque seulement naturelle, au sens de nature étroite. Donc nous ne comprenons absolument plus la thématique des jurisconsultes du droit naturel. Il y a un événement qui s'est ajouté à tout cela au XXe siècle, qui est le structuralisme. Le structuralisme qui a permis justement la comparaison anthropologique des différentes structures humaines, par exemple celle du mariage, celle de la politique, et qui permet des classements et des comparaisons Lévi-Strauss. Et cette démarche a mis l'homme en quelque sorte à distance et a mis les structures créées par l'homme en avant, parce que ce sont les seules d'ailleurs comparables. Tout ce qui est profondément humain, spirituellement humain, n'est pas comparable parce que c'est une énergie. Tout ce qui est structure, c'est ce qui est observable de ces religions, de ces comportements vus de l'extérieur et qui peut donc être comparé. Nous avons connu le structuralisme, nous avons connu à la suite du structuralisme la postmodernité, nous avons connu Foucault, Michel Foucault, qui dit que c'est la fin de l'homme, c'est-à-dire c'est pas l'homme n'est pas mort, l'homme ne va pas mourir, mais les structures que l'homme a créées sont maintenant devenues autonomes. C'est quelque chose d'absolument fondamental
et qui conditionne complètement notre pensée du monde. Les structures humaines, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'heure actuelle les algorithmes, et cetera, ce que Foucault, qui ne se revendiquait pas du structuralisme, mais qui en était, eh bien, ce que Foucault appelait les structures, et que nous appelons maintenant les algorithmes, tout cela remplace maintenant, l'homme réel. Et il avait fait dans Les mots et les choses toute une évolution depuis le tableau de Velázquez, les Ménines jusqu'au temps présent, où finalement le savoir de l'homme a pris une sorte d'autonomie par rapport à lui et peut presque en quelque sorte se passer de l'homme. Alors l'intelligence artificielle, c'est effectivement cette nouvelle modalité. Alors on peut se poser dans ce cadre-là, on a gommé en quelque sorte l'homme réel existentiel. On verra, je vais parler de cela un peu plus tard. Que reste-t-il de la pensée de l'état de nature et comment concevons-nous une nature sans homme ou alors une nature dont l'homme est responsable en quelque sorte négativement, c'est-à-dire tous les maux de la nature sont occasionnés par l'homme. L'homme est en quelque sorte presque de trop, quoi. D'ailleurs, on peut peut-être continuer avec moins d'hommes et sans lui, en quelque sorte. C'est une pensée tout à fait actuelle qui ne correspond pas à l'état de nature et qui a gommé en quelque sorte toutes les réflexions des jurisconsultes du droit naturel et qui nous pose devant le dilemme. Peut-être la pensée rousseauiste et hobbienne, peut-être peuvent-elles à l'heure actuelle fusionner, car dans notre conception actuelle de l'homme, l'homme est mauvais parce qu'il détruit la nature. Donc, mais en même temps, l'homme est en démocratie maintenant, comme chez Rousseau. Peut-être faisons-nous un amalgame de ces deux modalités dans un passé qui est un passé des juristes consultes droit naturel qui est tout à fait oublié. Je vous remercie pour votre audience et à la prochaine fois. Merci mes amis.